Rendez-vous, le podcast qui fabrique et consolide votre réseau d'apporteurs d'affaires. Salut Mickaël. Salut Jean-Christophe, comment ça va? Ah non, celle-là c'est la mienne. C'est moi qui dis comment ça va habituellement. Ah bah mince, écoute, alors ça y est. tu Ça y est, commences le mec déjà. qui casse tout. Ça va très très bien, j'espère que toi aussi. Bah ouais, écoute, c'est la course permanente, mais c'est bon signe, donc c'est très chouette. Voilà. Cool, bah écoute, on va passer un petit moment ensemble. Ah Dans bah une- ouais. Tel que je te connais, on va pas s'ennuyer, c'est Jean-Christophe. Donc dans un premier temps, bah, on va parler un petit peu de toi, qui tu es. Et puis après, bah, on ira un peu plus en profondeur par rapport à ton activité actuelle. Et puis t'auras entre les deux une carte blanche, 1 minute, voilà, grand maximum, où tu aborderas un coup de cœur, ça peut être un coup de pub aussi, ou un coup de griffe, tout ce que tu veux pendant 1 minute. Ok? Parfait, c'est parfait. Et ben on y va. Allez, Mickaël, vas-y, présente-toi. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Et qu'est-ce que tu fais actuellement? Ok, ben écoute, je m'appelle Mickaël Boulic. Depuis 3 mois, j'ai lancé je pars du présent et puis on va remonter dans le passé. Depuis 3 mois, j'ai lancé une activité qui s'appelle Diwall, qui a pour mission d'aider les entreprises qui sont dans des situations humaines complexes. On est une équipe de 3 copains avec des très belles expériences sur le hack mental, les techniques d'influence. J'ai aussi eu pas mal d'expériences dans ma vie, justement, où je me suis intéressé au fonctionnement du cerveau humain et du lien avec le fait des décisions qu'on prend, les essais qu'on a, etc. Et justement, bah, puisque je parle de mon parcours, Ouais. il y a 3 mois, j'ai créé ça. Mais en fait, il y a 2 ans, j'ai rejoint une startup qui bossait dans le cloud souverain, une très belle aventure, qui m'a remis le pied dans le monde de l'entreprise. Et avant ça, en fait, j'ai fait 16 ans dans les armées. Ouais, ça m'intéresse. Attends. Voilà. On va reprendre depuis le début, Mickaël. Quel âge tu as, Mickaël? Alors moi, j'ai 43 ans. Ah, on a quasiment le même âge. Je suis à peine plus âgé que moi. Je vais fêter mes 42 ans, là, le 4 mai prochain. Ah, bon bah voilà. Alors, qu'est-ce que tu as fait dans les années 2000, début Alors de dans ta les années carrière, 2000, et qu'est-ce que tu as fait comme formation? ouais, alors en fait, tu fais bien de le souligner parce que j'ai eu un parcours qui était un peu atypique en fait depuis le début. Tout début des années 2000, je quittais mes classes préparatoires et en fait, j'avais fait maths sup et maths spé, ce qui était le truc qu'on faisait quand on était bon élève. On se posait pas trop de questions et puis on disait bah tiens, je vais aller là pour montrer que j'y arrive quoi. C'était un peu le défi. Et puis à la fin, bah déjà je me suis dit ouais en fait j'ai pas forcément envie d'être ingénieur. Et là en fait j'ai eu la chance, c'est qu'il y avait une école qui s'appelle l'ENS de Cachan. L'ENS de Cachan, tu avais la possibilité de changer de département, d'aller faire ce que tu voulais. Il y avait qu'une condition, c'est que tu avais 1 an pour faire tes preuves. Et si au bout d'1 an tu validais tes examens, tu étais admis dans ta nouvelle famille. Et donc moi j'ai dit moi je veux faire de l'économie. La première année a été un peu chaude parce que en fait t'étais sur un niveau bac+3 et moi j'en avais jamais fait. Donc là j'ai refait un peu comme en prépa, j'ai beaucoup travaillé. Et puis comme ça j'ai eu la chance de faire les études d'économie et de finance qui m'ont passionné. C'était un peu comme à la fin de mes années de prépa. Je me suis dit j'ai passé un bon moment, mais j'ai pas envie de faire ce qui est prévu. Alors ce qui était prévu c'était de faire de la recherche ou d'aller dans la banque ou l'assurance. Et moi j'avais envie de vivre autre chose. Quand on est atypique, on est en permanence à chercher, tu sais, à changer de voie pour garder le cap. Là, je me suis dit, comment je vais faire? Et puis, il se trouve que j'étais officier de réserve et j'ai appris qu'on pouvait rentrer à Saint-Cyr sur titre, c'est-à-dire après un bac+5. Et donc, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'armée. Ensuite, j'ai choisi l'arme blindée cavalerie. Donc, pour les gens qui n'ont pas trop le jargon, c'est les chars. 6 ans dans un régiment de chars où au début, je commandais une vingtaine de personnes. Puis à la fin, je terminais 120 personnes avec une vingtaine de véhicules blindés, de camions et de trucs comme ça. Je suis allé à l'étranger, notamment au Proche-Orient et en Afrique. Et puis après, j'ai eu une autre carrière militaire, en quelque sorte, qui était des bureaux dans l'administration, les administrations parisiennes, les états-majors. Et là, il y avait d'autres défis en termes humains. Je commandais beaucoup moins de personnes, mais les situations étaient beaucoup plus complexes. J'ai passé l'école de guerre, qui est l'école où on apprend, c'est un peu toute proportion gardée,
le truc qui s'en rapproche le plus, c'est un mix entre le MBA ou l'ENA des militaires. C'est-à-dire que c'est le truc qui permet d'accéder à des responsabilités. Et je dis le MBA parce que c'est un truc qu'on fait en milieu de carrière, tu sais. Une fois que tu as déjà eu une belle expérience, tu as envie d'aller plus loin, tu fais un exécutif MBA, ben là, tu fais l'école de guerre. Donc là, j'y ai passé encore quelques années, hein, puisque j'ai dû passer 7-8 ans. Et puis, il y a un moment, j'ai eu envie de continuer ma route en suivant le cap. Et puis, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, c'est ce qui m'attirait. J'avais toujours gardé un pied dans l'entrepreneuriat, à la fois en tant qu'acteur et en tant que conseiller, puisque j'avais déjà tous mes copains de mes années d'études. Hein. Puis, j'étais en comité de sélection d'un business angel. Et en comité de sélection de business angel, tu accompagnes les entrepreneurs, tu vas les aider, parce qu'évidemment, les business angels, ceux qui connaissent pas, c'est des associations avec des gens qui ont envie d'investir dans des entreprises. Et toi, tu faisais ça pendant que tu étais dans l'armée, c'est ça, hein? Tu continues de le faire, tu as continué, ouais, donc je te laisse finir. Ouais, et quand tu mets de l'argent dans une entreprise, t'as pas envie qu'elle se plante. Et donc, très souvent, les business angels, ils disent, OK, on vous met un peu d'argent, on investit, à condition que vous nous écoutiez là-dessus et là-dessus, parce qu'on a l'impression que là, vous êtes un peu faible, mais on peut vous aider. Et donc, c'est comme ça que j'ai un peu commencé à m'intéresser à l'accompagnement des chefs d'entreprise. Et également à leur activité. Tu vois, pour moi, c'était vraiment un truc sous plusieurs angles. À la fois, je découvrais leur activité, à la fois, je m'apercevais que j'arrivais à les aider. Et comme par ailleurs, dans mon boulot, on faisait beaucoup de formation pour adultes, d'accompagnement d'adultes, parce qu'en fait, quand t'es chef militaire, c'est moins cloisonné que dans certaines boîtes privées où t'es soit DRH, soit responsable production, soit là, t'es en charge de tout. T'es en charge de la formation de ton groupe, t'es en charge de sa RH, tu gères les carrières, et t'es en charge de la direction opérationnelle sur le terrain, t'es en charge de la logistique, t'es en charge de plein de choses. T'es aussi en charge de les faire grandir. Parce qu'il y en a qui préparent par exemple, des concours pour évoluer dans leur carrière, et là, tu t'en occupes. Tout ça, ça m'a donné des tas de pièces d'un puzzle que je rassemble aujourd'hui dans ma nouvelle activité. Ok, et tout à l'heure, tu as dit que tu étais atypique. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot profil atypique? Dire je suis atypique, c'est compliqué, c'est surtout les autres sujets comme tel ou pas comme tel. Par contre, le fait que mon parcours soit atypique, ça, je pense qu'objectivement, commencer par une prépa scientifique, faire des études d'économie et de finance et ensuite partir dans l'armée pour ensuite devenir entrepreneur, il y a suffisamment de trucs qui sont inattendus, cursus normal, voilà, pour pouvoir dire j'ai un profil atypique. Après, est-ce que ma personnalité est atypique? Je me méfie un petit peu parce que tu sais, c'est un peu comme à l'école, hein, tous les parents disent toujours mon enfant est surdoué et quand il fait des bêtises, c'est parce que il est HPI. Moi, mes enfants, ils font des bêtises. Je sais pas si ça veut dire qu'ils sont HPI, ça veut dire que je les aime beaucoup, que ils sont HPI, j'en sais rien. Donc je remets ta question, est-ce que je suis atypique? Bah c'est toi qui me le diras. Par contre Ok, et tu me renvoies la question. Voilà. Bien joué. Après ta carrière militaire, du coup, comment ça s'est passé, le passage à l'entrepreneuriat? T'es passé, j'imagine, par différents projets. Ouais, alors je suis parti. T'as continué à vivre comment? Parce que si t'étais entrepreneur, t'as démissionné de la fonction de l'armée, Et exactement, j'ai démissionné. Alors il y a des dispositifs d'aide, donc tu pars avec un petit peu d'argent, voilà, c'est bien fait. Je suis parti avec des tas de projets. C'est la magie et en même temps la difficulté de l'entrepreneuriat, c'est que moi j'avais 3-4 projets. Il y en a pas un seul qui a cartonné. Et aujourd'hui, tout ce que je fais, c'était pas dans ce qui était prévu initialement. Ah d'accord. Donc c'est là où je dis c'est compliqué, c'est-à-dire que quand t'es militaire ou quand t'es dans la fonction publique ou même peut-être quand t'es dans des grands groupes, t'as des parcours qui sont assez prévisibles. Tu sais où tu vas être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être même d'ailleurs dans 5 ans. Hein, dans les armées, il y a des parcours qui sont très jalonnés. Et là, tu te retrouves dans un monde où tout est imprévisible, ça se passe jamais comme tu veux. Ce qui fonctionne, c'est pas ce que tu avais prévu. Et donc, faut être infiniment souple, infiniment agile, et c'est ça qui fait que tu marches. Toi, tu as dit tout à l'heure que tu as 43 ans, c'est ça? Ouais. C'était en quelle année ce virage vers l'entrepreneuriat? Attends, je suis parti il y a 3 ans, donc ça devait être 2021. 2021. D'accord, ouais, c'est relativement récent en fait, ouais. Ouais, tout à fait. Et donc, tu expliquais tout à l'heure que une des premières choses que tu as entrepris, c'est de t'investir au sein d'une startup qui s'appelle Droomy, c'est ça? C'était Ouais, qui s'appelle Droomy, qui est une belle aventure. Je cherche actuellement des fonds ou des distributeurs pour lancer son développement commercial.
Comme je suis resté très proche d'eux, si jamais il y a des investisseurs qui veulent investir dans une technologie qui existe nulle part ailleurs, c'est la technologie du cloud Zero Trust. Donc cloud Zero Trust, c'est quoi? C'est un cloud où on fait confiance à aucun tiers de confiance. Et donc pour faire ça, comment on fait? Tout va être sur un NAS qui est chez le propriétaire. Et après, on a les fonctions du cloud, c'est-à-dire là, on fait, par exemple, toi, Jean-Christophe, on est en train de se parler par Zoom. Ouais. La vidéo et le son de ce qu'on se dit, ça passe par des serveurs qui sont peut-être en France, peut-être en Europe, peut-être aux États-Unis, je ne sais pas. Mais donc, on fait confiance à des gens qui sont ailleurs. Et là, la technologie de Drummy, tu fais confiance à personne pour ton partage de documents, pour avoir des vidéos, pour le chat. Tout est chez toi, sans intermédiaire. Ok, et ce passage-là, du monde militaire à l'entrepreneuriat avec Droomy, ça n'a pas été un pas à franchir quand même, passer par les développements commerciaux, Alors, cloud, c'était pas ta culture tout ça, si? Le développement commercial, pas du tout. Réseautage, oui, mais pas le développement commercial. Donc il y a un vrai saut dans le vide. Ça veut dire quoi le réseautage? Oui, ça veut dire qu'à l'armée, vous réseautez? En fait, réseauter, tu sais, c'est un truc que tu utilises un peu tout le temps en administration parisienne. Si tu réseautes pas, tu n'auras pas les bonnes infos au bon moment. Le fait avec qui tu déjeunes, etc., c'est absolument vital. Autrement, tu passes à côté de beaucoup de choses. Et puis pareil, une carrière, hein, si tu veux avoir les bons postes au bon moment, faut se bouger. Faut se bouger. Autrement, t'es servi en dernier. Oui, le réseautage, ça compte déjà. Et puis moi, je te dis, je m'intéressais business angel, etc. Et en fait, c'est quelque chose que j'aime bien. Je trouve que c'est un sport agréable, qui est sympa, humain. Tu vas en permanence rencontrer des nouvelles personnes avec des nouveaux talents, etc. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je savais faire. En revanche, dire il faut que ça se conclue par une relation commerciale, ça, je savais pas du tout faire. Ça a été un gap Là, à c'est compliqué. franchir, quoi. Ouais. Ouais, c'est un vrai pas à franchir. Et tu parlais de hack mental tout à l'heure. Ouais. C'est quoi? C'est exactement c'est quelque chose que tu vas chercher dans ton passé aussi, dans Alors, le hack militaire? déjà, est-ce que l'expression du hack mental, elle est suffisamment... Non, donc tu peux l'expliquer, je pense que... En fait, le hack, qu'est-ce que c'est le hack? Ça vient du monde informatique. Agir sur un système informatique pour qu'il fonctionne un peu différemment de ce qu'il ferait si tu lui foutais la paix. Alors, il y a les hackers mauvais et puis il y a les hackers blancs. Ceux qui vont, par exemple, lutter contre les hackers pirates. Le cerveau, également, on peut le hacker. Et notamment, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à faire des trucs complètement incroyables? Je pense, je sais pas, les gens qui font des tours du monde en solitaire, les grands artistes, les grands découvreurs. Pourquoi est-ce qu'avec le cerveau qui est à peu près le même que le nôtre, même parfois moins bien, on raconte qu'à l'autopsie, Einstein, il avait un cerveau, je crois, qui était plutôt petit. Pourquoi ils arrivent à faire des trucs qui sont pas du tout prévus dans le schéma normal? Et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à avoir un impact complètement dingue sur une organisation? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à changer le monde? Pourquoi est-ce qu'inversement, il y a des gens qui, face à une épreuve que d'autres vont encaisser, par exemple, je sais pas, être agressés par un client. Il y a des gens, ils vont être agressés par un client, ils vont le remettre à leur place, point. Il y a des gens, ils vont être agressés par un client et ils vont développer un syndrome traumatique. Pourquoi? Et surtout, comment on peut faire pour que la personne qui va être traumatisée et qui va développer, parfois qui va tomber malade, hein, il y a des gens qui attrapent des cancers parce qu'ils sont pas bien dans leur travail, comment on peut faire pour les aider? Et là, on est dans du hack, en fait, parce qu'on va essayer d'intervenir là-dessus pour que la personne, ça aille mieux. Comment, dans une négociation ou pour une histoire d'ego, ça marche pas, on va faire en sorte de débloquer la négociation. À chaque fois que tu as des situations complexes, alors nous, on travaille sur les entreprises, mais tu peux avoir ça dans les familles, tu peux avoir ça dans les associations, tu peux avoir ça dans plein de domaines. Pourquoi et comment on peut faire pour que ça aille mieux? Pour que ça aille mieux, souvent la cause, c'est pas le point sur lequel ils sont pas d'accord, hein, parce que y a tonton machin qui vote pour un tel et tonton et tante machin qui vote pour l'autre. En général, c'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est qu'il y a un problème entre deux et qui font que le fait qu'ils soient pas d'accord sur ce point de détail, de savoir est-ce qu'il faut voter pour la liste municipale violette ou orange, et tout à coup ça termine en un conflit de famille. Et là on se rend bien compte qu'il se passe quelque chose dans le cerveau humain. Et c'est là que justement on peut commencer à parler de hack mental. C'est-à-dire que par rapport au fonctionnement qu'on va essayer de comprendre, on va se rendre compte qu'en faisant
un petit truc, un peu comme un ostéopathe, hein. L'ostéopathe, je me suis coincé l'omoplate. Ah, je me sens pas bien, ça fait 3 jours que je me sens pas bien. L'ostéopathe, il vient, il met la main sur mon dos, je sais pas trop ce qu'il fait, puis je me sens mieux. Et ben en fait, il a agi, simplement il a agi d'une façon que nous on comprend pas parce que l'ostéopathie c'est pas notre truc. Moi, l'anatomie, j'y connais rien. Mais pour lui, en fait, c'est simple. Il va dire, bah si, il y avait un truc, donc en fait, j'ai détendu le ligament ou, enfin, il va t'expliquer. Le hack mental, c'est un peu pareil, mais pour l'esprit humain, dans les relations humaines ou dans la vie humaine personnelle, parce qu'on travaille aussi, par exemple, sur les problèmes de performance. Je sais pas si je t'avais dit, moi, j'ai mon associé, il a aidé, par exemple, un pilote de rallye qui avait eu un accident qui avait été un peu traumatisant, et du coup, il n'arrivait plus à avoir les mêmes performances parce qu'en fait, il se bridait. Il se bridait et du coup, il allait pas aussi vite qu'il allait avant. Ben, il a fait un travail là-dessus pour débloquer un peu comme l'omoplate et puis le gars a repris ses performances. Tu as été formé, accompagné toi-même pour Alors, chez tout ça, ou tu vas tout piocher dans ton passé que tu nous as expliqué tout à l'heure? ouais, alors un peu les deux en fait, parce qu'il y a une grosse partie que je suis allé chercher dans mon passé. À la fois ce que j'ai appris, hein, parce que dans les armées on apprend beaucoup de choses, on est formé en permanence, et puis aussi par les erreurs qu'on commet, parce que moi j'ai commis aussi des tas d'erreurs avec des situations qui n'ont pas été comme je voulais, et systématiquement j'ai essayé de prendre du recul face à ces situations et me dire qu'est-ce qui s'est passé là. Et avec ça j'ai développé aussi un peu ma façon d'agir. Parce que tu parles un peu comme quelqu'un qui fait du coaching, du développement personnel. Ouais, alors exactement parce que on a des formations en fait dans les armées qui sont très bien faites. Hein. Je pense que les armées ont le système de formation continue, un des systèmes de formation continue les plus efficaces qui existent. Je dis un parce que si ça se trouve il y en a d'autres que je connais pas, mais en tout cas quand je compare à beaucoup d'autres cas, je suis assez bluffé par la qualité de ce qu'on a eu. Donc il y a eu ça. Il y a eu un moment où je suis arrivé justement face à des situations un peu complexes que je savais pas forcément comment gérer. Je me suis intéressé justement à ce monde de la PNL, de l'hypnose, du cerveau humain, et j'ai commencé à me former aussi à l'extérieur. Plein de trucs, hein, parce que moi j'aime bien découvrir des choses que je connais pas, donc j'étais un peu en exploration. Et puis notamment, il y a un de mes formateurs qui s'appelle Sébastien Campana, avec qui finalement ça a bien matché. Au bout de plusieurs années, on a fini par devenir amis. Et aujourd'hui, on a décidé de monter d'Iwal ensemble. Donc tu vois. D'accord, oulala, tu vas trop vite là. Là, je te sens impatient. Je te sens impatient de nous pitcher D-Wall, mais c'est clair, on va faire ça dans la deuxième partie. Avant, parce que le temps passe, ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble à discuter. Il faut qu'on fasse ta carte blanche, Michael, et puis tout de suite après, on passera à la suite et on parlera de D-Wall. Allez, c'est à toi de jouer la carte blanche, tu as 1 minute. Ça marche. Et ma carte blanche, c'est un petit coup de gueule. Et là, je m'adresse à tous les gens qui ont des décisions difficiles à prendre ou qui ont l'impression de procrastiner ou de pas avancer dans leur vie. Et souvent, on va leur dire non, mais écoute, c'est une question de volonté. Toi, il y a un moment, faut passer à l'action. Voilà. Ou des jugements en leur disant non, mais en fait, toi, t'es toujours dans ta zone de confort. T'arrives pas à prendre des décisions. Ce genre de jugement qui, quand on est face à une décision difficile à prendre ou dans la procrastination, face à un engagement compliqué, fait qu'on se sent pas toujours bien. Et moi, ces gens-là, je voudrais leur dire, non, si vous n'arrivez pas à prendre une décision ou si vous avez l'impression d'hésiter face à un grand saut, c'est pas que vous savez pas prendre de décision ou que vous n'êtes pas un leader ou que vous y arrivez pas ou que vous n'avez pas la volonté. C'est que souvent, il y a un truc au fond de vous. D'ailleurs, souvent, les gens qui ont ces problèmes-là sont des gens souvent assez intelligents et qui fait qu'en fait, il y a une partie de vous qui sent que ce serait pas prudent de le faire. Donc, au lieu de le prendre comme la preuve que vous n'avez pas de volonté ou pas de courage, dites-vous, c'est un signal. Un petit peu comme le gars qui doit sauter du pont, qui arrive pas, et puis il y a un moment, il s'aperçoit qu'il a pas vérifié son harnais pour le saut à l'élastique. Et donc, on dit, ah ouais, le mec, allez, mais lance-toi, tu nous fais chier. Bah ouais, mais en fait, c'est juste qu'il y a une petite voix au fond de lui qui lui dit, est-ce que j'ai bien tout vérifié? Et en fait, comme il l'a pas fait, il sent qu'il manque quelque chose. Donc, au lieu de vous mettre martel en tête à vous dire, ouais, moi, je suis quelqu'un qui sait pas prendre de décision, j'y arrive pas, non, dites-vous, j'ai une petite voix, je vais l'écouter, et quand je l'aurai écouté, en fait, ça va aller beaucoup mieux. Voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de faire parce que je l'ai souvent vu par des gens souvent d'ailleurs qui manquent de prudence ou qui préparent le mieux, qui travaillent le mieux, qui vont tenir ce genre de jugement en disant non, allez, vas-y, etc. C'est une question de volonté. Non. Souvent, en fait, ces mécanismes-là, on pourra en parler si ça t'intéresse, mais de procrastination ou d'incapacité à prendre une décision,
derrière, il y a un phénomène psychique qui est là, alors qui parfois nous pollue, mais qui a toujours une fonction utile. Et si on comprend cette fonction utile, on va pouvoir s'en occuper, et à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. Yes, le message est passé. Dans un second moment, Michael, on va parler un petit peu de D-Wall. Alors, c'est quoi ça veut dire quoi déjà D-Wall? Ça s'écrit comment? Ça se dit diwal. D-Wall, pardon. C'est un mot breton qui signifie attention. Tu comprends bien que c'est un double sens, l'attention. L'attention, c'est dire attention, il y a un truc. Et puis en même temps, l'attention, c'est fais attention, prête attention. Le hack mental, il est basé sur l'attention. Il est toujours dans le fait que tu as vu quelque chose qu'on n'a pas vu. J'ai été plus attentif, j'ai vu un petit truc. Ouais. C'est comme l'ostéopathe. L'ostéopathe, si c'était juste mettre la main sur un dos, tout le monde pourrait le faire. Mais en fait, souvent, l'ostéopathe, j'aime bien cette métaphore parce que ça parle à beaucoup. Souvent, l'ostéopathe, il a une sensibilité dans les doigts qui fait qu'il est capable de me dire « Oh là là, Monsieur Boulik, vous avez une semaine stressante là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ?» Parce qu'il sent des trucs en fait dans ses doigts. Et le fait qu'il arrive à m'aider, c'est pas qu'il a des pouvoirs magiques comme parfois on s'imagine, c'est qu'il est plus attentif, il a une sensibilité plus forte et que du coup il va arriver à faire ce qu'il faut. Et le hack mental, il part toujours de l'attention. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi ça. Et puis on a une phrase qu'on aime bien de Simone Weil, la philosophe, disant que l'attention est peut-être la manifestation la plus élevée de la générosité. Et donc on a trouvé ça très joli. Voilà. Tu peux nous parler rapidement de tes deux associés? Alors moi j'ai un associé qui est Sébastien Campana, qui lui est vraiment spécialiste des techniques d'influence. Il y a quelques années, en début de carrière, il a été gendarme, il était spécialisé dans les techniques d'audition. Alors quand on dit technique d'audition, on imagine des trucs un peu caricaturaux, potes dans la gueule, etc. En fait, on est quand même on a de la chance de vivre dans un état de droit où ça se passe pas forcément comme ça. Ah bon, c'est pas les purges staliniennes avec Voilà, faut s'y prendre différemment. Et puis surtout, technique d'audition, c'est également l'audition des victimes, parce que souvent, les gens ont vécu des choses extrêmement traumatisantes et c'est difficile d'en parler. Il a fait ça pendant quelques années. Il avait lui aussi un background avant. Quand il était enfant, sa mère organisait des événements avec John Grinder et c'est lui qui le faisait rentrer dans la salle et qui faisait signer les feuilles de présence. Alors John Grinder, c'est un des fondateurs de la PNL. J'ai coutume de dire que Sébastien, il est tombé dans la potion magique quand il était petit. Et puis après, il a fait beaucoup d'hypnose, de thérapie. Il a formé des médecins à la relation avec les patients. Il a formé aussi des gens d'unités spécialisées de sécurité aux techniques de négociation. Et puis, il m'a formé moi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis, vous êtes que deux associés ou trois associés? Alors, pour l'instant, on est deux associés. Et puis, on a, je parle de troisième parce que je me projette dans l'avenir. On a à l'automne un gars qui a des très belles fonctions de direction au GIGN de négociation qui va nous rejoindre. Donc actuellement, on peut pas donner son nom. Et c'est une super personne et donc je suis très très content de l'accueillir bientôt dans l'équipe. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit au tout début de l'aventure? C'était quoi le marché que vous vouliez aller chercher, votre offre? C'est quoi concrètement votre offre? Alors notre offre, en fait, c'est d'aider les gens qui sont dans des situations humaines complexes pour lesquelles c'est le hack mental qui va permettre de résoudre la situation. Du coup, on essaye de se concentrer sur les entreprises, donc les entreprises qui ont des situations complexes. Et après, là-dedans, on va le décliner. Soit les situations de crise, que ce soit de la crise cyber ou de la crise, je sais pas, avec un conflit interne ou voilà, toutes les crises qu'on peut imaginer, ou même de l'extorsion, ou on peut avoir des crises. Voilà, on peut imaginer plein de situations de crise. Et puis également, on fait de la formation pour éviter les crises. Donc ça va être par exemple de travailler sur les équipes, sur la capacité de leadership des managers, sur les équipes commerciales, la gestion avec les clients. Je pense à des entreprises qui ont des relations de clientèle qui peuvent être compliquées. Par exemple, on peut avoir des compagnies d'assurance, les gens qui font du phoning, pour dire non, Jean-Christophe, en fait ta maison a brûlé, mais en fait t'avais pas pris le bon contrat, donc tu vas être remboursé que de la moitié. Le gars qui annonce ça, en général ça se passe pas super bien. Le problème c'est que ça crée du stress. Et puis comment est-ce que je gère ça? Est-ce que je te dis bon Jean-Christophe, écoute, tu dégages, t'es pas remboursé, ou est-ce que je te le dis d'une autre façon? Donc comment est-ce que je gère le fait de t'annoncer ça? Comment est-ce que je gère moi les émotions, parce que toi tu vas commencer à m'insulter, voire à m'agresser? Comment je gère ça? Et puis moi qui suis le manager du gars qui t'a reçu le soir où Michael il s'est fait agresser, est-ce que je le laisse rentrer tout seul à la maison, ou est-ce que je fais un petit travail de parole avant? Spoiler, surtout pas laisser rentrer
à la maison tout seul quelqu'un qui a été agressé, parce que c'est comme ça qu'on crée des phénomènes traumatiques. Sauf que, en général, si j'ai quelqu'un de mon équipe qui s'est fait agresser, que va faire le manager qui sait pas ça? Il va dire, bon, bah, écoute, ça a été déjà une journée difficile, rentre chez toi. Non, 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 non. Ça a été une journée difficile, donc on va parler. On est à la fois dans la situation de crise, et puis dans la prévention, et ça passe par la formation. Voilà. Prévention et résilience, hein, quelque part. Voilà. Et pareil, tu vois, pour la négociation. Soit tu dis, je vais avoir une négociation, je me forme en amont, soit tu dis, là, j'ai un truc après-demain, je sais pas comment faire, etc. Ben, on t'accompagne. Ok. Et c'est avec quel type de structure que vous travaillez alors? Plutôt des PME, Alors, des PME ou des grands groupes. Actuellement, c'est plutôt avec ce genre de structure qu'on travaille. Et du coup, pour développer cette activité, c'est quel relationnel qu'il faut mettre en place? Alors toi, je sais, Michael, que t'aimes beaucoup les réseaux. T'es un fin réseauteur. Bah, j'aime bien ça parce que j'aime bien les gens. Et quand tu fais du réseautage, tu rencontres toujours des gens avec des parcours incroyables, des gens qui t'apprennent des nouvelles choses. Et en fait, c'est super sympa. Donc, en fait, c'est une partie de mon métier. D'une certaine façon, je suis payé pour passer de bons moments. Et ça, c'est quand même très agréable. Alors tu rencontres qui? Parce que toi, t'es vraiment dans le milieu de la cybersécu, les peut-être militaires. C'est Entre autres, c'est comme ça qu'on a rencontré d'ailleurs celui qui va nous rejoindre là et qui a un très beau parcours. Dans le domaine cyber également, parce que tu vois, quand on intervient sur une crise cyber, il y a un gros volet humain, mais également il faut prendre en compte un peu des bases techniques qui sont pas du tout notre métier. Et donc on a des partenaires justement qui nous aident pour ce genre de choses. Et puis après, on va chercher des gens dans des mondes qui n'ont rien à voir. Tout à l'heure, je parlais de l'assurance. Ça n'a rien à voir avec mon parcours de vie, mais le hasard des rencontres fait que on a parlé à des assureurs, à des gens dans la banque, à des gens dans des entreprises de la tech. Comme nous, notre métier, notre ADN, c'est d'intervenir sur l'humain. L'humain, à part on parle d'entreprises totalement régulées par l'IA qui vont bientôt sortir. Bon, j'en ai pas vu beaucoup. En général, l'humain est quand même au cœur de 99,99% des entreprises. Donc, on n'a pas vraiment de limite là-dessus. Nous, nos limites, elles sont plutôt sur ce qu'on sait faire et ce qu'on sait pas faire. Et là, c'est un autre volet du réseautage, c'est que quand on sait pas faire, on le dit tout de suite parce que on a envie d'être bon dans ce qu'on fait. Donc, on préfère dire ça, je sais pas faire. Mais par contre, plutôt que de dire on est désolé, très souvent, on va chercher des gens, et c'est là qu'on a un réseau qui est important. On a des gens qui ont plein de compétences et qui vont nous aider à remplir certaines missions pour lesquelles, à la base, on savait pas faire. qui sont tes prescripteurs aujourd'hui dans ton activité? Alors, qui sont mes prescripteurs? Ça peut être... Honnêtement, j'ai un peu du mal à donner une réponse structurée à ta question parce que ça peut être un peu n'importe qui. En fait, les prescripteurs, c'est des gens qui me connaissent, qui savent comment je travaille et qui à un moment m'ont apprécié. Il y a pas de règle. La seule règle, c'est qu'il faut qu'on se connaisse. Parce que vu l'enjeu du truc et vu en plus qu'en général, c'est des missions, tu vois, qui peuvent faire 5, 10 jours, etc. Donc c'est quand même des tickets importants pour une entreprise. On va pas le faire comme ça en faisant une recherche sur Google. Tiens, qui est-ce qui pourrait m'aider là-dessus? On va le faire uniquement si on a déjà confiance. Voilà. Du coup, tu es dans quel réseau tu développes? Est-ce que tu appartiens à des corporations? Est-ce que tu appartiens à des clubs d'affaires? Tu parlais de business angel tout à l'heure. Alors, moi, je suis très très investi dans la vie locale en Bretagne. J'ai un lien très fort avec la Bretagne. Une leçon de la vie qui est assez amusante, c'est que les plus belles rencontres en termes de... Là, je parle même pas en termes d'humain, je parle en termes de business. Elles viennent très souvent quand on les recherche pas. Quand tu vas à des événements un peu club d'affaires, en général, tout le monde vend quelque chose à tout le monde. Et à court terme, c'est efficace parce que on sait qu'on est là pour vendre. Mais sur le temps long, c'est pas très fructueux. J'ai remarqué, alors ça demande beaucoup de patience, que c'est souvent les relations qu'on crée pour d'autres sujets, donc de façon désintéressée, quelqu'un qu'on va aider, tu vois, par exemple en développement personnel, ou quelqu'un avec qui on va faire un beau projet pour la Bretagne, ou pour moi j'ai des projets sur la langue bretonne. Donc des trucs qui a priori vont rien me rapporter. Et souvent, c'est justement grâce à ça qu'on crée des relations de confiance et qui font que 6 mois, 9 mois après, t'as quelqu'un qui te dit tiens, j'ai un copain qui a un problème là-dessus, est-ce que tu pourrais l'aider? Et en fait, pourquoi il pense à moi? Il pense à moi parce qu'on a appris à se connaître.
On a appris à se faire confiance. Et quand il a un besoin, bah, du coup, il va penser à moi. Oui, donc tu utilises vraiment des liens de confiance, des relations solides, C'est ça. avec des inconnus qui deviennent finalement des amis quelque part. On peut parler peut-être un peu d'amitié professionnelle ou le moins de copinage professionnel. Non, je pense qu'on peut parler vraiment d'amitié. C'est un bouquin de développement personnel qui a 2500 ans d'existence, je crois, qui est l'éthique à Nicomaque d'Aristote, où il te parle des différents modes d'amitié. C'est un très très beau livre. En fait, il explique que l'amitié peut être basée sur différents facteurs, le plaisir d'être ensemble, ou l'utilité, ou également la recherche de la croissance personnelle, qu'il appelle la vertu, et aujourd'hui on dirait de grandir. Et on peut avoir une vraie amitié dans les 3 domaines. Par contre, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une bienveillance mutuelle, etc. On est bien dans ce sens-là, dans ce que j'appelle l'amitié. Alors c'est pas l'ami à la vie à la mort. Cela, on en a 1, 2, 3, on n'en a pas 50. Mais on peut avoir quelque chose qui se rapproche de l'amitié dans le sens où c'est vraiment désintéressé. Et c'est ça, d'ailleurs, la magie du vrai réseautage. Les relations qui m'apportent des plus belles choses, c'est les relations où je suis dans l'accueil de ce qui va arriver et je suis pas dans la captation. C'est-à-dire que je te rencontre, si je veux te vendre une mission d'Iwal, je vais essayer de te placer le truc, etc. Vraisemblablement, je serai déçu parce que t'as pas besoin de mission d'Iwal. Alors que si je suis là simplement à essayer de te connaître un peu mieux et de nouer une relation, eh ben peut-être que tu m'apporteras jamais de mission, tu me feras jamais bosser, mais tu vas me faire rencontrer quelqu'un qui va me faire rencontrer quelqu'un, et c'est ce troisième quelqu'un qui à un moment va me faire travailler. Ou peut-être que toi, tu vas m'apporter quelque chose sur un truc que j'y pensais pas du tout, mais qui va changer ma vie par ailleurs. Et donc c'est pour ça que là, faut vraiment lâcher prise. Et moi, d'expérience, les plus beaux trucs, c'est les trucs que j'attendais pas. Mais donc ça veut dire que je contrôle pas. Et très souvent, tu dois voir ça, il me semble qu'on en avait même parlé une fois, les gens ils disent « Ah bah ouais, tu m'as fait rencontrer des gens, ça m'a pas apporté de business, etc. » Et en fait, malheureusement, ces gens-là ne verront jamais la magie du réseautage parce qu'ils sont trop gourmands, ils veulent tout contrôler. Et ça marche pas comme ça. Inversement, si tu acceptes que je vais y aller, il va peut-être rien se passer, et ben en fait, il va se passer des choses, mais pas ce que j'attends. Et l'autre point d'ailleurs du lâcher prise et de la gratuité dans le réseautage, c'est que très souvent, les gens qui vont m'aider, c'est pas les gens que j'ai aidés. Donc moi, je vais t'aider, je vais me dire « Ouais, Jean-Christophe, il m'a rien rendu. » C'est pas juste. Ben ouais, mais en fait, la justice, elle coiffe tout ça. C'est-à-dire que la magie de la vie, le miracle de la vie, c'est que je m'aperçois que plus je donne, plus je reçois. Mais je reçois pas des gens à qui j'ai donné. Et ça, c'est peut-être parce que la vie veut qu'on reste dans la gratuité et qu'on reste dans la reconnaissance. Si à chaque fois que je te donne, tu me rends, je veux pas de reconnaissance. Ouais, je lui ai donné plein de choses et il m'a rendu, voilà, c'est business. Mais si toi, tu me fais rencontrer quelqu'un qui change ma vie et que je suis pas capable de te le rendre parce qu'en fait, ce que tu as besoin, je l'ai pas, et ben à ce moment-là, je vais être dans l'émerveillement, je vais être dans la reconnaissance, dans la gratitude. Donc il y a bien une justice, mais elle est au final, quand on fait le total. Plus je donne, plus je reçois. C'est tellement beau. Bravo, Michael. Bah écoute, on a explosé le timing là. Je pense que ça va être le podcast le plus long de la série. Bon, c'est pas bien. Bah mince. Mais écoute, merci beaucoup d'être venu, d'avoir joué le jeu. Et puis j'en rajoute pas parce qu'il n'y a rien à rajouter, franchement. Merci, Michael. Bah je t'en prie, Jean-Christophe. À bientôt. À bientôt. C'était Rendez-vous, le podcast qui fabrique et consolide votre réseau d'apporteurs d'affaires.